Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui d'avoir Sean avec moi. Sean, on échange depuis déjà un moment. Aujourd'hui, je voudrais profiter d'un petit moment où on peut t'interviewer, peut-être parler de sujets dont tu n'as pas l'habitude de parler, notamment du business. Donc, si tu veux, je vais te laisser te présenter pour les gens qui regardent. Parle-nous peut-être un petit peu de ton parcours et de ton expertise qui est assez précise. Ça marche, merci Léo. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Comme tu as dit, ça fait un petit moment qu'on parle toutes les semaines, ou plusieurs fois par jour des fois. Et pouvoir faire ce petit échange, ça va être sympa. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean. J'ai bientôt 34 ans. J'habite en Suisse. Ça fait 5 ans que je me suis réétabli ici. J'ai grandi ici en Suisse. Je me suis exporté au Canada pendant 7 ans sur la côte ouest à Vancouver, où j'ai rencontré ma femme, où on a eu un enfant, où j'ai commencé à travailler comme coach sportif au départ. J'avais quelques clients à domicile, je travaillais dans des salles de sport. Euh, une fois que je suis revenu ici, je me suis lancé dans l'aspect préparation physique, dans le rugby. Mhm. Et depuis 3 ans maintenant, je me spécialise dans tout ce qui est endurance, test d'effort et travail respiratoire avec tout type de sportifs, que ce soit des sportifs amateurs, je travaille avec des professionnels aussi, dans le CrossFit, dans les sports d'endurance, des sports de combat, des sports d'équipe. Je consulte avec différentes équipes, avec différents professionnels. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast et j'ai Tu es également des... partout. J'essaye, c'est le but, c'est le jeu. Donc voilà un petit peu le tour. Donc ouais, j'ai plusieurs casquettes. Je fais du suivi en individuel. Je fais faire des tests d'effort à des sportifs pour les orienter dans leur démarche d'endurance et d'entraînement. Et je crée le plus de contenu humainement possible à mon échelle pour m'aider à alimenter tout ça, pour m'aider à apprendre aussi, parce que j'apprends énormément en créant du contenu et en essayant de synthétiser les informations. C'est une de mes, on va dire, stratégies d'apprentissage. Je me réjouis de cette conversation parce que, comme tu l'as dit, l'aspect business, marketing, etc., j'en parle pas énormément sur mes réseaux parce que c'est pas mon créneau. Mais c'est quelque chose que j'adore parce que ben, moi, je suis dedans H24, je pense à ça, je travaille là-dedans, je fais des recherches là-dedans. Donc, je me réjouis de pouvoir élaborer sur ces sujets-là, desquels je parle pas assez souvent, mais que j'adore. Je pense que déjà, il va y avoir un lien avec ça, c'est que tu es un peu un élève dans tout. Enfin, j'imagine, considères comme un élève dans tout. Tu apprends beaucoup, tu regardes beaucoup de contenu, tu te renseignes, tu t'approfondis. Et on peut peut-être déjà parler de la phase où tu es passé, on va dire, de coach sportif, parce qu'on a pas mal de coachs sportifs qui nous suivent, qui sont, on va dire, le coach lambda, tu es en salle, tu as juste eu un BPGEPS et tu cherches des clients, tu vois. Ok, je développe une expertise un peu plus précise, tu as été vers le rugby, tu es maintenant dans la prépa physique, et tu vas dans des trucs peut-être de plus en plus complexes ou de plus en plus nichés, etc. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait la transition vers ça? Honnêtement, c'est de la pure curiosité. Dans le sens Ok. où, comme tu l'as dit, j'adore apprendre, que ce soit pour mon métier, que ce soit pour l'aspect méta de mon métier, donc business, marketing, communication, etc. Toutes ces choses-là font partie intégrante de mon quotidien. Donc, ça coule de source que je dois m'éduquer et je dois progresser. Pour ce qui est de mon processus de, on va dire, de nichage, si on peut dire ça comme ça, de ces dernières années, ouais, vraiment, c'est venu d'une passion et d'une fascination pour la bioénergétique, donc la manière dont le corps humain fonctionne en termes de recyclage d'ATP, d'énergie, et mettre ça à profit, que ce soit de la force, que ce soit de l'endurance. Et je me suis plongé là-dedans il y a 3 ans et j'en suis toujours pas ressorti. C'est vraiment c'était ça qui m'a donné le déclic. Et Mm. ensuite, je suis allé un petit peu où le vent me menait avec mes explorations, mes apprentissages. J'ai la chance, via notamment mon podcast, de pouvoir interviewer des spécialistes, des coachs qui sont là depuis 30 ans, des chercheurs, etc. Et donc, ça m'a permis de vraiment suivre ma propre voie d'apprentissage et de poser mes questions aux gens qui pouvaient peut-être y répondre et de tracer ma voie, en fait, de manière très indépendante. J'ai je suis pas vraiment appuyé sur une éducation académique ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas allé à l'uni. J'ai vraiment tout fait. Quand on me demande, t'as étudié où, t'as fait où ton master? J'ai dit, ben, j'ai fait YouTube. Parce que Ouais, c'est. mais c'est toi qui choisis exactement dans quoi Mhm. tu vas te former et tu accumules des connaissances qui en plus se nourrissent les unes les autres parce Mhm. que des choses que tu vas apprendre sur un domaine vont venir se compléter par d'autres sujets. Et on le dit souvent, tu vois, nous avec Nevin, c'est que la différence entre là où tu es maintenant et là où tu as envie d'être, c'est juste un cumul de compétences. Peut-être qu'il te manque des compétences marketing, de savoir parler face à la caméra ou des trucs comme ça. Mais tout ça, ça s'apprend en fait. Tu vois, c'est pas inné. Tu parlais un petit peu
là à l'instant de la chance que tu as de pouvoir interviewer des gens et tout, mais c'est pas une chance, c'est toi qui as créé ce truc-là, tu vois. Euh, Faut créer sa propre chance. Je sais plus qui c'est qui dit ouais, ça, mais ouais. en fait, tu as fait un choix d'aller vers des domaines qui te passionnent, et je pense que c'est un des trucs aussi qui manque parfois chez les coachs à qui on parle, mais ce petit truc comme tu disais, de curiosité, de passion, de je vais creuser un step plus loin, qu'est-ce que je peux apporter de plus, tu vois. Et parfois, ils sont un petit peu en attente, tu vois, avec les connaissances qu'ils ont, ils vont pas chercher plus loin, et c'est un peu dommage, parce que c'est ça qui te mène à des trucs vraiment passionnants où tu peux vraiment te dire, OK, je suis tombé dans un rabbit hole, je creuse, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que je pense vraiment que pour ceux qui sont prêts à faire le travail, c'est accessible à tous, comme tu l'as dit. Et ça, Mm. je veux vraiment le mettre en avant. Je pense que j'ai développé de manière assez intuitive et organique ma manière d'apprendre. Et donc pour moi, c'est chercher plusieurs sources d'informations sur le même sujet ou qui répondent à la même question et idéalement qu'ils le font différemment. Je Ouais. pense que pour moi, c'est la manière de trouver les pépites, c'est de chercher à l'intersection des idées et à Mm. l'intersection des perspectives. Donc, quand un tel me dit que le seuil 2, il faut plutôt le développer comme ça en endurance, ben moi, je vais aller chercher les 10 spécialistes qui parlent de ça et voir chacun quelle est leur réponse et ensuite essayer de me faire ma propre idée sur la question avec les informations disponibles. Et tant que tu as accès à Internet, tu as les podcasts, tu as les vidéos sur YouTube, tu as PubMed et tu as SciHub aussi pour aller chercher tous ces papiers et pouvoir les lire de manière en accès libre. Euh, je veux dire, l'information, elle est là. Tout ce qui manque, c'est s'asseoir et faire le travail. Ça Et c'est ce la qui est variable. intéressant, c'est que tu t'assumes pas que la réponse est vraie parce qu'elle est dite par quelqu'un, tu vois. Genre, tu compares des idées et Mhm, tu te fais ta propre idée sur le sujet. Et je pense que c'est un truc peut-être aussi qui manque chez les gens, de se dire, OK, j'ai vu une info, elle est probablement vraie, tu vois, parce qu'elle a été publiée, c'est une étude ou je sais pas. Tandis que si tu lis 5 études, tu te rends compte, enfin là, on voit des changements, par exemple, sur l'absorption des protéines et que tu pourrais manger 100 grammes par repas et que voilà. Euh, il y a des gens qui vont plus loin, même si on avait dit il y a quelque temps que c'était pas que tu pouvais absorber que 30 grammes, bah non, en fait, on va chercher plus loin, tu vois. mhm. Et c'est ton cas, donc tant mieux. Et je pense que d'autres devraient peut-être copier ce truc-là, d'être curieux et d'aller croiser les idées, quoi. C'est ça. Ça demande juste plus de temps et ça demande d'avoir un esprit critique. Parce que ça demande de pas devoir s'attacher directement à une idée, comme tu l'as dit, et de lui assigner une certaine véracité. C'est garder le point d'interrogation dans ta tête et regrouper les différentes idées. Donc c'est ça en fait. C'est l'incertitude. C'est être OK avec l'incertitude de ne pas savoir et de ne pas être sûr. Et de se dire, alors, je vais essayer de juger chaque source d'information sur ses mérites et que ce soit l'expérience de la personne, la manière dont il partage l'information, quelle partie de ce qu'ils disent peut me sembler erronée par rapport à ce que j'ai vu dans le passé. Et donc, je pense que c'est un moyen d'aiguiser en fait sa perspective et aussi son détecteur de bullshit. Parce que Ouais, au final, assez rapidement, tu commences à dire, OK, cette partie, elle est juste, ça a du sens par rapport à ce que j'ai appris. Ah là, ce troisième truc-là, ça me semble, OK, je suis pas sûr, c'est un donc peu plus peut-être que je sorti vais d'un creuser. chapeau. Ouais. C'est ça, et je pense que c'est ça, en 2024, parce qu'on vient de passer la nouvelle année, c'est assez simple de dire lui, il est bien ou il est pas bien. Lui, il a vrai ou il a pas vrai. Mais est-ce que tu peux décortiquer tous les arguments? Parce que dans une phrase, il y a peut-être déjà 5 arguments. Hein, c'est pas Ouais. juste un truc, c'est une phrase, mais c'est 5 arguments. Et s'il y en a 4 qui sont justes et un qui est faux, c'est à toi de le voir et c'est à toi de le déceler. Et je pense que ça, c'est quelque chose alors qui est pas enseigné ou encore ou trop peu enseigné et qui vaut la peine d'être travaillé, je pense. Ok, bon, c'était c'est un segment intéressant. Je vais revenir sur un autre truc que tu as dit tout à l'heure, mais que enfin, t'es rentré en profondeur sur le rôle enfin, méta du coach, donc la partie aussi business, parce que tu parlais du marketing et toutes ces choses-là, mais la plupart des coachs aujourd'hui ne comprennent pas que ça fait partie intégrante de leur métier, et peut-être même plus grande que ce qu'ils font en coaching avec leurs clients parfois. Est-ce que tu peux nous parler un peu du ratio entre alors, je sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais côté marketing, ça prend du temps, tu passes beaucoup de temps, en communication aussi. Mais peut-être comment tu perçois ça, tu vois, dans ton quotidien, entre ce que tu fais côté contenu pur, te renseigner et coacher, etc., et ce que tu fais côté marketing.
Comme tu as dit, je pense, à mon avis, c'est une part intégrante du travail de tout indépendant. Et ça, je l'ai compris assez rapidement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu mon diplôme de coach il y a bientôt 10 ans de ça, et ben, le jour d'après, j'ai réalisé que d'un coup, j'étais passé de je suis en train d'apprendre à devenir coach à maintenant, je suis coach et il faut que j'apprenne à trouver des gens, il faut que j'apprenne à faire ma compta, il faut que j'apprenne à communiquer, il faut que j'apprenne à prendre des témoignages, il faut que j'apprenne à développer une marque, à développer une image, à développer une réputation. Et Tu veux dire que c'est pas fini au diplôme et que tu t'arrêtes pas là? ça commence au diplôme. Ouais, Ça commence au diplôme. Et je me suis lancé là-dedans. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans ce monde d'entrepreneuriat slash coach. Et j'ai eu la chance assez tôt de trouver des gens tels que Gary Vaynerchuk, je sais que tu le connais bien ouais, aussi, bien sûr. dans le monde du marketing et de la communication. Et une chose qu'il a dit, c'est que au final, il faut 2 étapes pour avoir du succès dans ce que tu fais. Un, il faut faire un super job, il faut être très très bon dans ce que tu fais. Et deux, il faut que tout le monde le sache. Donc, Mm. tu as ces 2 aspects sur lesquels il faut pousser, en fait. C'est un, il faut que je devienne le meilleur à ce que je fais, ou en tout cas la meilleure version de moi-même dans mon job. Et deux, il faut que je fasse en sorte qu'un maximum de gens le sachent. Et pour cette deuxième partie, ben, ça se passe sur la com. Donc, la manière dont j'ai opéré pendant très longtemps, quand je faisais encore des coachings à domicile, des coachings à la salle, etc., beaucoup de déplacements, eh ben, je travaillais, donc je faisais mes heures de travail en coaching, etc. Et toutes les heures que j'avais en plus de ça, je tentais de créer du contenu. Donc, toutes les Ok. heures que je passais pas à travailler pour l'entreprise ou dans l'entreprise, je les passais à travailler sur l'entreprise au niveau plus global, au niveau du développement de la communication. Et c'est marrant, Et tu dis déjà le mot entreprise. Parce que pas mal de coachs ne considèrent pas, tu vois. Genre, je suis coach, mais j'ai pas vraiment une entreprise de coaching. Et c'est vrai Mhm. qu'on peut l'approcher de manière différente, tu vois. Quand tu parles entreprise de coaching, c'est, OK, j'ai un pôle communication, j'ai un pôle marketing, admin, coaching, mais c'est pas juste, je suis coach dans mon coin et c'est tout, quoi. Et ça, je pense que mon vocabulaire a évolué au cours des années. Je pense pas que je t'aurais OK, dit entreprise il deux y a jours quelques après années. mon diplôme. Ouais. J'aurais dit, ouais, je suis coach indépendant, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait grandir Upside Strength sur pas mal de versants, sur pas mal de facettes. Et donc, je vois ça plus comme une entreprise. Et c'est aussi un travail que je fais actuellement sur moi pour me débarrasser des limitations que je m'impose à moi-même. Hmm. On a regardé un documentaire absolument fantastique. Je sais pas si tu l'as vu. Il s'appelle Iceman sur YouTube. C'est sur la Non, je chaîne crois pas. Yes Theory et c'est un OK, Norvégien qui a décidé il y a 2 ans, je vais faire un Ironman en Antarctique. OK. Et il arrivait à peine à tenir 30 secondes dans l'eau froide à ce moment-là. Enfin, c'est un parcours incroyable. Et j'ai eu un gros déclic après ce Que tu reportage, te après mettais ce des limites documentaire, peut-être. que j'avais des limites que je m'imposais à moi-même, Ouais. la manière dont je parlais, les mots que j'utilisais, les chiffres auxquels je pensais pour mes revenus, etc., pour mes résultats. Et ça, c'est un travail que je fais maintenant, c'est vraiment d'essayer d'aller, en gros, d'aller prendre un chiffre qui est 10 fois, 50 fois plus grand que ce que j'avais l'habitude de penser, juste pour me donner l'opportunité d'atteindre ces résultats-là. Parce que Ouais. sinon, bah, Ouais, je parce que reste si dans tu mon... fermes la porte, c'est ça, hein. C'est ça. Si tu penses que c'est infaisable, en fait, tu forces ton esprit à ne même pas aller regarder, tu vois. Et c'est vrai que des fois, c'est dommage. Et on se ferme des trucs. Et je pense que parler avec des gens, ça a une importance, tu vois. D'avoir des retours constructifs d'autres personnes sur notre business, Mhm. ou même sur, enfin, d'avoir des conversations régulières sur plein de sujets, hein, au quotidien avec d'autres personnes qui ont d'autres points de vue et de s'ouvrir à ces points de vue-là. Parce que, ouais, tu retires des barrières régulièrement, quoi. C'est ça, il y a parler aux gens et les conversations qu'on a eues maintenant quasiment tous les jours, mais en tout cas une fois par semaine depuis plus de 6 mois, c'est ça aussi, c'est me permettre d'avoir une nouvelle perspective sur mes activités. Parce que j'ai la chance et la force d'être polyvalent et de tout apprendre et de vouloir tout apprendre et de savoir comment tout faire. Mais c'est aussi une faiblesse parce que ça veut dire que je m'éparpille très très vite. Et ben, notamment quand on a commencé à travailler ensemble, je partais dans tous les sens, je voulais tout faire tout le temps. Et au Ouais, final, je faisais tout à moitié parce que je pouvais pas tout faire. Et donc un processus de sélection s'est mis en place ces derniers mois. Et maintenant, je sais que j'ai décidé, non, je vais mettre le focus pendant une année sur ça et je vais faire ça très 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 bien et je vais faire que ça. Et quand je suis pas sûr, je vais demander à Léo parce que comme ça, j'ai un avis externe et ça va m'aider à m'aiguiller et à me structurer dans ma démarche. Et ça, c'est à mon avis extrêmement important. C'est on sait jamais ce qu'on sait pas. Hein. bien sûr. Il y a ce qu'on Ouais, sait, il y a ce qu'on sait qu'on sait pas, il y a ce qu'on sait pas qu'on sait pas. Et moi, je suis toujours à la recherche de cet angle mort.
Et donc, dès le moment, et même si je suis presque convaincu de quelque chose, je vais toujours poser la question, je vais toujours demander, je vais toujours euh, faire la démarche parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et il y a forcément des coins d'ombre que moi, je ne vais pas voir. Et si je peux avoir, via la perspective de quelqu'un d'autre et l'expérience de quelqu'un d'autre, avoir cette information, ça va m'aider ou alors m'économiser beaucoup de temps. Ouais, ça a été le cas. Alors, tu as changé pas mal de choses là. Déjà, ces 6 derniers mois, ça a été. Enfin, tu as changé beaucoup, beaucoup de choses et tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, donc, pour préciser, en 2023, tu as fait beaucoup de présentiel, Mhm. notamment les profilages que tu faisais à l'époque. Tu as décidé un petit peu de mettre de côté le profilage en 2024, en tout cas de réduire un petit peu sur cette partie-là. Mettre en avant un petit peu plus la partie formation, parce que si on précise, tu disais, tu as fait beaucoup de présentiel à l'époque, tu en as fait beaucoup en 2023 aussi, mais à côté, tu vends de la formation et tu fais du coaching majoritairement à distance aujourd'hui, je Mhm. dirais. C'est ça. Est-ce que tu peux parler peut-être de la transition que tu as fait de l'un à l'autre? Parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est une transition très très importante. En tout cas, elle l'est pour moi. Et en 2023, j'ai dit oui à trop de choses. Et au final, je me suis perdu un petit peu moi-même dans le travail. J'ai trop travaillé. Octobre, j'étais clairement au bout du rouleau. J'avais plus envie, hein. J'avais des tests à faire, j'avais des séminaires à donner. J'avais pas envie d'y aller. Hmm. Et c'est là où je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que tu fous? Tu es dans ce métier par C'est quoi qui est passion, important? t'adores ce que tu fais. Et te négliger toi, ta santé, ton sommeil, le stress et toutes ces choses-là, juste parce qu'il y a des opportunités à saisir et il faut pas dire non et il faut pas dire plus tard, bah ça marche, mais seulement pour un temps limité. Et le business, c'est un marathon. Donc, il faut pouvoir durer et il faut pouvoir endurer. Et tu peux pas faire ça en courant comme si c'était un sprint. Donc, j'ai recalibré un petit peu mes attentes. J'adore donner des séminaires, j'adore faire les tests en présentiel. D'ailleurs, les tests, je les continue, mais ici, dans la région, chez moi, donc je ne fais pas de gros déplacements, mais si les gens veulent venir me voir, ils peuvent venir me voir et on fera un test d'effort. Mais c'était vraiment ça, c'était se dire, j'ai envie de pouvoir déjà, développer complètement ce que j'ai commencé en ligne, parce que ça fait près de 2 ans maintenant que j'ai des formations, des programmes en ligne, et je voulais vraiment développer ce versant de manière ciblée, parce que je sais que je peux en vivre En voir pleinement. le potentiel, quoi. C'est ça. Et vraiment, voilà, aller au fond des choses et peut-être combler les points d'ombre que j'ai sur le processus de vente en ligne, toutes les étapes que ça demande, de la création de contenu jusqu'à la vente du produit au service client derrière, etc., avec toutes les étapes intermédiaires. Et donc, j'ai décidé sur 2024 de ne pas donner de séminaire, de ne pas faire de gros déplacements pour les profilages et de vraiment focaliser tout mon temps sur l'aspect digital et vraiment le faire bien. Pour une fois, me poser et faire les choses à 100% plutôt que d'essayer de tout faire à 50%. Et donc, cette transition, elle a commencé, je dirais, début novembre. Après mon dernier gros déplacement, je suis allé à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, pour donner un séminaire de 2 jours et faire des tests aussi. Et c'était mon dernier gros déplacement de l'année. Et je suis rentré et à partir de ce moment-là, ben, j'ai mis des choses en place pour moi, notamment dans ma routine quotidienne. Je me lève le matin, j'envoie les gamins à l'école, je vais marcher, ensuite je commence à travailler, je travaille jusqu'à 5 heures, à 5 heures je m'entraîne, T'as à un 5, équilibre qui est meilleur. c'est ça, à 6 heures, 6h30 je commence à faire le souper et on mange à 7 heures avec les enfants, ensuite on lit un petit peu avec les enfants et après c'est dodo et moi je me couche pas trop tard. Donc ça c'est ma nouvelle structure. Euh, pour T'en le vois Sean, déjà les résultats? ah oui déjà parce que je suis content, parce que j'ai pas Ouais. mal partout, parce que j'avais des soucis de dos pendant très longtemps qui étaient notamment liés à ma surcharge de travail, trop de stress, j'ai pas pris soin de moi assez. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et donc là, le fait de dédier 1h30, 2 heures par jour à mes entraînements, le fait d'aller marcher 1h30 tous les jours en plus de ça, me remettre au centre des conversations, en fait. Même Hmm. si ça veut dire qu'au lieu de travailler 10 heures dans la journée, j'en travaille 5 ou 6 parce que je peux Mais travailler. moi, en fait, je pense que le but, c'était de donner plus d'impact à ce que tu crées. Donc, Mhm, plutôt que de faire plus de volume, faire moins de volume, mais le distribuer beaucoup plus. mhm. Déjà, c'est un truc. Et comme tu dis, si demain, tu es blessé ou en très mauvaise santé ou avec des gros problèmes de stress, burn-out, etc., bah, tu passes de 10 heures par jour peut-être à zéro. Et il vaut mieux être au milieu et en faire 5
et être serein sur l'aspect santé, etc., que de se cramer, en fait. Comme tu dis, c'est un marathon. Ouais. On est là pour le long terme. Donc, Ouais, c'est ça. Et vraiment prendre cette perspective de long terme, avoir plus de patience. Là, par exemple, je t'en ai parlé hier, mais ça fait 2 mois que j'attends pour vraiment refaire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Chose que j'adore faire. C'est sûrement un des trucs que je préfère, c'est faire du contenu. mhm. Mais Mais pendant deux t'as mois, été obligé de te mettre un stop, quoi. je me suis bridé. J'ai dit non, Sean, ça, c'est pas ce que tu dois faire là, maintenant, tout de suite. Tu as des priorités. Faut faire les choses dans l'ordre. J'ai pris mon temps. J'ai fait les choses comme il faut. Et cette semaine, c'est enfin la première semaine où je peux lâcher les chevaux, faire du contenu, enregistrer des vidéos, publier. Et donc voilà, plus de discipline, je dirais. Mais comme dit Jocko Willink, discipline is freedom. Et je pense que c'est assez vrai dans ce cas-là. Totalement. Euh, Tu me fais penser à un truc. Tu me parlais juste avant qu'on lance la caméra. Tu me disais que tu as fait 7 vidéos hier, 4 articles. Comment est-ce que tu fais pour produire autant? Je pense que c'est un truc important. Donc, c'est un peu quel est ton process autour de ça? Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont un peu ce blocage de produire pour les réseaux sociaux, tu vois? On a Mhm. souvent le retour de ouais, mais j'ai pas envie de me montrer sur Internet, j'ai peur de faire de la vidéo, j'ose pas communiquer, etc. Ce serait quoi ton conseil sur ça? J'adore le conseil de Gary Vee qui est document, don't create. Donc, documente ton parcours plutôt que de créer On pour est créer. d'accord? Et donc, à partir de ça, tout ce qu'il faut faire, si tu travailles déjà avec des clients, des athlètes, des sportifs et des patients, tout ce que tu as à faire, c'est pendant la journée, tu as des discussions avec ces personnes-là. Elles te posent une question sur un exercice, sur quoi faire à la maison à côté, nutrition, sommeil, entraînement, etc. Note ces conversations sur un bout de papier ou voilà, sur ton téléphone. Et ça te donne la base pour le contenu que tu vas créer. Parce qu'au final, c'est un super moyen de scaler déjà assez tôt dans simplement tes processus de réponse par rapport aux gens qui te posent des questions. Au début, bah, c'est juste tes clients qui te posent des questions quand tu es en présentiel. Et à terme, tu as des DM qui rentrent de partout, tu as des commentaires sur YouTube auxquels il faut répondre ou tu peux répondre. Et toutes tes idées sont données par les gens, en fait. T'as rien à créer en fait, t'as rien à sortir du chapeau, t'as juste à répondre aux questions des gens. Et en plus de ça, les gens, ils apprécient énormément quand tu fais quelque chose pour eux. Alors Mhm. toi, oui, de prendre 3 à 5 minutes pour répondre à une question que tu as reçue d'un client et de le faire en vidéo et de le poster, ça va te prendre 10 minutes au total, parce que tu as 5 minutes de vidéo plus les 5 minutes pour poster ça derrière. Mais tu envoies ça à la personne, tu dis j'ai enregistré cette réponse pour toi. Ils vont, t'apprécier à mort pour Halluciné. ça. Et deux, tu as la réponse pour la prochaine personne qui te pose la même question. Et tu fais ça assez de fois, et au final, tu as une chaîne YouTube où tu as un médium qui te permet de scaler en fait ta disponibilité du fait que tu as déjà répondu à toutes les questions qu'on te pose communément. Donc, je partage mes efforts entre ce versant-là, qui est de simplement répondre aux questions des gens, parce que ça me permet, moi, de rester aussi à l'écoute de ce que les gens veulent et de ce dont ils ont besoin et comment moi je peux leur apporter une plus-value. Et il y a tout le versant aussi optimisation au niveau du référencement, donc tout ce qui est SEO, chose Mhm. que je creuse et que je comprends assez bien depuis plusieurs années maintenant, notamment avec le travail que j'avais fait au Canada il y a plus de 10 ans maintenant, pour une autre entreprise côté nutrition. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise maintenant de manière plus intelligente, où je vais créer du contenu pour être mieux référencé sur YouTube, sur Google, et en gros faire en sorte que les gens ils me trouvent par la suite sans que ça me coûte un sou, simplement en ayant bien fait le travail en amont de quels mots il faut que j'utilise. Alors bien entendu, la variable, c'est toujours, il faut répondre à la question, faut donner du contenu de qualité. Tu peux pas juste chercher les mots-cles et faire un truc Bien sûr. bidon. Donc la qualité, elle est au Et centre de tout ça, mais au moins tu as un process pour attaquer ces sujets et tu sais que euh, les vidéos que tu crées dans ce sens-là, les articles que tu écris, c'est pas un one-shot et après ils disparaissent parce que si tu as bien fait ton boulot, ça tient, ça reste dans le temps et les gens, ils entendent parler de toi après. c'est ce que j'allais dire. Alors déjà, je pense que la façon dont les gens te posent la question, c'est un peu la façon dont ils la poseraient sur Google ou sur YouTube. Mhm, Donc en général, genre comment me débarrasser de mes problèmes de dos? mhm, Bah c'est tu vas scripter ta vidéo de cette manière-là, ça va être certainement ton titre sur YouTube mhm, et c'est ce qui va tomber en premier. Donc parfois, écouter un peu comment les gens s'exprimeraient, ça a une importance, les termes qu'ils utilisent, etc. On se rend compte, tu vois, enfin, tu le sais mieux que moi, mais dans les articles que tu écris, que parfois ils utilisent un terme auquel tu t'attends pas du tout, et en fait il a beaucoup plus de visibilité que celui auquel tu pensais. mhm. Donc bon, il y a des recherches à faire côté SEO, etc. Mais là, tu as dit un truc important, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent un peu
à aller sur Instagram en priorité, parce qu'on a l'impression que c'est sur Instagram qu'il faut être. Mais Instagram, c'est majoritairement du contenu. Alors oui, que potentiellement tu vas pouvoir réutiliser ou recycler plus précisément, mais qui a une durée de vie qui est beaucoup plus courte que sur YouTube ou en article où c'est posé pour le long terme. Et comme tu dis, après, tu peux même les optimiser, faire en sorte qu'ils se voient plus. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, de l'utilité peut-être des plateformes plus long terme et des plateformes comme Instagram plus court terme? Je pense que faut décider ce que tu recherches. Est-ce que tu veux de l'instantané? Parce que oui, tu peux faire du chiffre, entre guillemets, en termes de vue et de visibilité et faire grandir ta marque et tout ça sur des plateformes comme Instagram à l'heure actuelle. Mais oui, derrière, si tu veux quelque chose qui est périn et qui fait le travail pour toi, parce que le jour où tu arrêtes de poster sur Insta, si tu fais que ça, ben, C'est tes zéro. chiffres, ils vont vraiment baisser de manière drastique. Si tu as bien fait ton boulot en référencement, c'est du contenu qui va continuer à te donner des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de visites sur ton site ou sur ta page YouTube tous les mois gratuitement, sans que tu aies à lever le petit doigt. Et donc, je pense qu'il faut trouver un certain équilibre entre les deux. Je ne saurais pas dire exactement quel pourcentage donner à chacun. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je poste même plus de Reels sur Instagram, juste parce que je sais que je dois me concentrer sur ce qui est evergreen, sur ce qui va durer et ce qui va perdurer tout seul et que dans ce sens-là, mon temps, il est beaucoup mieux dépensé ou investi dans ces ressources à long terme. Et je pense aussi que sur le marché francophone, ayant opéré sur le marché nord-américain en SEO, on a 5 à 10 ans de Il y a de la retard place. encore. Et il y a tellement, c'est même pas drôle, il y a tellement de Ouais. place, il y a tellement, quand je fais de la recherche de mots-clés, en gros, c'est des Zéro mots que les gens vont, difficulté. zéro difficulté, 7000 recherches par mois, super facile de se placer en première page de Google. Il y a tellement d'opportunités en français. Des fois, je me demande même, est-ce que je commencerai pas une boîte de SEO et j'arrête le coaching. Non, Ah, mais il y a... t'as pas tort. Je pense que les gens passent à côté de ça parce qu'ils ont l'impression que Ouais, les gens lisent plus d'articles ou quoi. Mais ben, tu sais comme moi, tu vois les chiffres sur ton site. ouais. Les gens veulent lire des articles, particulièrement quand c'est dans des sujets qui sont précis, hein. Et peu Euh, documenté. Parce que ouais, le fait aussi, que ouais. ce soit pas compétitif comme domaine, c'est souvent en lien avec le fait que les sujets sont pas ou mal documentés. Parce qu'il y a Hmm, personne qui a pris l'initiative de se dire, voilà, je vais prendre le mot, je sais pas, squat avec barre olympique et vraiment pousser ce sujet dans ses retranchements et le couvrir de fond en comble et devenir la référence sur ce sujet. Et c'est pas des démarches que je vois. C'est à mon avis aussi peut-être un espace d'ombre, un point, un angle mort pour beaucoup, c'est qu'ils savent pas que le SEO, ça existe. Ils savent c'est pas vrai. que c'est même une compétence qu'on peut acquérir. Et honnêtement, j'ai pas pris de formation là-dessus. J'ai regardé, certes, des centaines d'heures de vidéos sur comment le faire, et je continue à en regarder aujourd'hui, et je prends des Mhm. notes, et je m'éduque, mais c'est complètement accessible. T'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, tu peux le faire de toi-même. Et c'est vraiment un truc qui peut changer la manière dont ton investissement en termes de contenu opère dans la durée. Tu vois, je m'étais noté de te poser une question sur l'importance de continuer à se former, mais je pense que tu y as répondu. Ça doit être continuel. C'est toute votre vie. C'est pour toujours. C'est ça. Et Ouais. surtout, Si t'es pas en train de découvrir des autres coacher un plateformes. client, si t'es pas en train de Ouais, coacher un client ou de travailler dans ton business, tu es en train de t'éduquer pour développer une nouvelle compétence, pour débloquer un skill qui va te permettre de passer au niveau suivant. Tu vois, avec toi, j'ai appris qu'il fallait que j'apprenne à écrire des emails, il fallait que j'apprenne à créer des tunnels de vente, il fallait que j'apprenne à créer une offre qui fonctionne du point d'entrée jusqu'à à la vente et l'aspect long terme des clients que je vais pouvoir générer et avoir cette continuité et ce cadre dans lequel opérer. Et ensuite, avec ça, on peut commencer à raffiner les choses, regarder aux analytiques, regarder les pourcentages, optimiser et ci c'est et ça. ça. Il n'y a pas de limite en fait. Non, il n'y a pas C'est de et limite. le truc, c'est que c'est hyper passionnant en plus, tu vois. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est fun de regarder ces chiffres et de voir comment est-ce que je peux améliorer tel truc, est-ce que je peux changer un truc dans mon titre et tout. Et je pense que les gens passent à côté, notamment parce que on voit beaucoup plus court terme, tu vois, aujourd'hui. Mhm. Tu parlais, il y a quand même un intérêt à mon sens à Instagram, c'est que tu as une très forte proximité avec les gens. Ouais. Donc tu peux passer de je fais un post à je démarre une conversation et je peux aller vers un coaching. Ça c'est top. Mais c'est vrai que devoir être forcé à poster 2 fois par jour pour plaire à l'algorithme et le faire indéfiniment potentiellement, c'est justement ce qui peut mener au burn-out, tu vois.
Et je fais un petit clin d'œil à Antoine Fonbonne qui a fait une vidéo hier. Je crois que il a passé, je sais pas, 3 semaines en dehors des plateformes, a plus touché du tout Instagram, etc. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Il a fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, les gens se ruinent la santé un petit peu à avoir ce stress quotidien de il faut absolument que je produise, etc. Alors oui, il faut produire, mais autant produire efficacement, comme tu le dis, et que ça dure long terme, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai changé. C'est aussi dans mes attentes et la patience que je mets par rapport à tout ça. Mm. La patience, c'est vraiment un truc, je l'ai dit plusieurs fois déjà pendant la conversation, mais ça ressort vraiment comme étant un de mes moteurs de progrès à l'heure actuelle. Parce que oui, j'ai montré que je pouvais courir un sprint dans la manière dont je travaille, dans le contenu que je crée, dans mon rythme de travail, mon éthique de travail, ma manière de travailler. Mais il faut que je switch, il faut que je passe, je suis en fond de troisième, il faut que je passe la quatrième et que je commence à dérouler un petit peu. Mm. Mais ça demande de, voilà, de changer son mode opératoire, de changer aussi son mode de pensée, hein, ses Ouais. limitations, qu'est-ce que tu t'imposes, qu'est-ce qui est nécessaire, est-ce que tu vas vraiment... par exemple, un des trucs qui a beaucoup changé pour moi, c'est ma perspective sur le fait de dire non. Le fait de dire non à des opportunités, dire non à des séminaires qu'on me demande de donner, dire non à des déplacements qui peuvent être super cool, comme aller à La Réunion, comme aller en Guadeloupe, des trucs comme ça que je vais faire et que je veux faire, mais que je pouvais, c'était juste pas le bon moment Avant, tu pour les aurais dit faire. oui, forcément, mais J'aurais vraiment été enclin à dire oui. D'ailleurs, on a considéré dire oui pendant un petit moment. On allait faire un gros déplacement potentiellement à La Réunion au mois de mai avec ma femme et faire 3 semaines et donner deux, trois séminaires, faire des journées de test. Et au final, on s'est dit, parce que c'était novembre justement, et c'est là qu'on s'est dit, ben, et si on faisait rien en 2024? Enfin, dans le sens, si on se donnait, nous, un petit peu, un petit break. Parce que moi, je charbonne comme un bâtard et j'arrête jamais. Et donc, pourquoi je prendrais pas un peu de temps pour moi et je prendrais le temps de dire non, et pas pour être méchant, simplement parce que dire non, et ça c'est Alex Hormozy qui me l'a fait réaliser, dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose de plus important. ouais, Et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour tu te moi. protèges, et enfin, C'est ça. Et le... avoir le pouvoir de dire non, c'est énorme aussi, tu vois. Mhm. De dire non à des opportunités. Moi, j'ai déjà eu des clients qui étaient là, mais je m'en fous de combien ça va coûter, je veux juste te donner de l'argent et on fait un truc. Et je suis là, bah non. Soit parce que je crois pas dans ce que la personne fait, ou tu vois, mais ça te donne un pouvoir qui est énorme, en fait. Et réaliser que les gens, ils vont pas m'en vouloir d'avoir dit non. Surtout si je suis ouvert et sincère avec eux et que je leur dis, écoute, non, là, je peux pas parce que moi, je peux pas. Physiquement, Mm. mentalement, faut que je me gère, sinon je vais exploser. Et si j'explose, ça aide personne. Et de voir que ben, les gens, ils sont prêts à attendre. Les gens, ils sont prêts à dire, ben, OK, pas de séminaire cette année, on se voit l'année prochaine. Tu vois, ou est-ce qu'on peut déjà planifier un truc pour 2025? Et je pensais pas avoir cette réception Ouais. de ma réponse négative. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et j'ai aussi eu beaucoup de réponses qui allaient dans le sens de je comprends tout à fait, ta démarche, elle est super intelligente. Peut-être que moi, j'ai besoin de faire un petit peu la même chose, des gens qui se retrouvaient Ça les dans ce remet que je aussi leur en disais. question. C'est ça, de se dire que ben, peut-être qu'eux aussi, il faut qu'ils ralentissent un peu. Je ne sais pas si c'est le symptôme de post-Covid, Je post-lockdown, où tout le pense. monde est reparti en trombe à 1000 à l'heure et on n'a toujours pas réalisé qu'on était reparti beaucoup trop vite et qu'on ne Ouais. va pas pouvoir tenir à ce rythme-là. Et donc, il faut se gérer. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec beaucoup de gens autour de moi qui opèrent, on va dire, de la même manière que moi, qui sont coachs, qui ont peut-être un versant digital à leurs activités, qui font des déplacements, qui donnent des séminaires, qui sont sur plein de plans à la fois. Mais ouais, trop d'entre eux, je pense, et je me comprends dans cette remarque. D'entre nous n'avons pas fait le nécessaire pour couvrir nos arrières et pour faire les choses de manière pérenne. Mm. Je mets un petit bémol à ça, c'est que quand tu es à l'inverse, ça peut être fatal aussi, dans le sens où quand tu rien qui tourne, c'est le moment où tu déprimes, tu vois. Mhm. C'est important quand même d'avoir tout le temps un. Enfin, je sais pas toi, mais personnellement, même si je suis en vacances, je vais avoir beaucoup de mal à passer 15 jours sur la plage à ne absolument rien faire, tu vois. Même s'il faudrait des fois, tu vois. Mais les moments où tu n'as pas de visibilité sur l'avenir, où tu te dis, OK, il y a rien qui prend, il y a rien qui fonctionne, et je sais pas combien de temps ça va durer, c'est les moments où tu te fais un peu peur, tu vois. Et c'est là où tu peux tomber dans des moments dépressifs ou quoi. Et Mhm. je pense que avoir un certain volume d'activité qui te maintient. Moi, je trouve les gens souvent qui dépriment, c'est des gens qui n'ont pas une mission plus grande qu'eux, tu vois. Ils n'ont pas un truc vers lequel aller et à construire, où ils se disent, enfin,
et ça peut être à tous les niveaux, hein, mais ça peut être construire une famille comme un business. Ils ont un truc où tous les jours, ils peuvent apporter une petite pierre à l'édifice et voir le truc grandir. Et enfin voilà, je sais pas ce que tu penses de ça, mais je pense que c'est important à dire aussi. Euh, Ne rien faire, ça a du sens, mais que dans le cas où t'en faisais trop avant. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Et oui, il faut une direction. Et oui, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Il faut être très clair là-dessus. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux être très clair au début. Tu peux te perdre un petit peu ensuite dans les méandres de l'activité. Tu peux te reposer la question plus tard. Tes priorités, elles changent. Ce que tu as envie de faire avec ton temps change aussi. Tu grandis, ta famille grandit autour de toi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, c'est un renouvellement et un questionnement perpétuel. Bien Mais il sûr. faut, comme tu l'as dit, avoir cette direction, savoir pourquoi tu le fais et ensuite te poser la question, est-ce que je peux faire ça de manière pérenne pendant 10, 20 ans? Si c'est pas le Et cas, on a des cycles aussi, tu vois. Enfin, aussi. comme tu dis, tu ne vois qu'une fois tes enfants grandir. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faut pas tone down et te concentrer un peu là-dessus avant de reprendre peut-être plus fort plus tard? Mhm. On sait juste pas quand est-ce que ça va arriver. Moi, personnellement, j'en ai eu un au moment du Covid aussi, où j'étais là, ok, faut que je stoppe parce que là, je vais exploser, tu vois. Et bah, j'ai bien fait de le faire et de tone down. Et là, maintenant, je repars sur une pente où, au contraire, je veux exploser à nouveau, tu vois. Mais faut s'écouter, quoi. Je pense que c'est un truc qui est important. C'est ça, il faut s'écouter, faut pas avoir peur de se mettre en priorité. Parce que ben, tout ton business dépend de toi. Jusqu'à ce que tu arrives à faire en sorte qu'il ne dépende plus de toi. Ça, c'est peut-être un objectif en soi pour certains. Ouais. Mais jusqu'à ce moment-là, ça dépend de toi. Et donc, tu te dois de te mettre au centre des priorités et de t'assurer que au niveau physique et au niveau mental, tu vas tenir la route. Parce que si tu tiens pas la route, tu n'as plus d'entreprise. Et comme on disait tout à l'heure, le fait d'être actif, c'est pas ce qui va forcément te rapporter plus. Là, on va prouver ensemble en 2024 que même en faisant moins que l'année dernière, tu vas faire plus de chiffres. Et c'est un truc que les gens oublient, c'est que je peux faire le même chiffre que l'année dernière en 6 mois. Il faut juste que je pense mes ressources différemment. Mhm. C'est juste une question de ressources, un résultat final, tu vois. C'est Donc, ça. tu vas attribuer tes ressources différemment et ton temps sera une ressource qu'on va attribuer, mais avec beaucoup plus de parcimonie et tant mieux. Mais les gens réfléchissent pas forcément à ça, tu vois. Mhm. J'avais une petite question que quelqu'un a posée justement sur Instagram. Donc, pour les prochains participants, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram, c'est toujours cool. Qui me demandait comment gagner en autorité. Je sais pas si tu as une réponse par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu es une autorité dans ton domaine. Qu'est-ce qui fait que euh, est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que c'est le résultat de quelque chose? Alors déjà, c'était jamais le but premier de ma communication, de mes vidéos, de mes activités. Je pense que C'est important. faire quelque chose pour s'établir en termes d'autorité, alors il faut soit avoir un énorme bagage derrière pour te pointer avec les bons outils, soit tu le fais pour les mauvaises raisons, à mon avis. Ok. Donc ça, c'est déjà la première chose. Pour gagner en autorité, bah, comme je disais tout à l'heure, ça, on en revient à, il faut être très très bon dans ce que tu fais et il faut que tout le monde le sache. Mais la variable, c'est il faut que tu sois très très bon dans ce que tu fais. Et pour être Hmm. le meilleur, il faut y travailler. Hein, moi, j'ai passé je sais pas, des milliers d'heures à lire des bouquins, poser des questions, écouter des podcasts, prendre des notes, synthétiser des notes, lire des études scientifiques, trouver un truc dans un bouquin ou dans une étude qui me fait un flash à quelque chose d'autre que je n'avais pas compris il y a 2 ans et maintenant j'arrive à mettre ces pièces ensemble. Et alors ça, c'est pas très preneur, c'est pas très viral comme comportement, mais moi, je suis tout le temps dans la nuance. Tout le temps, je suis très peu catégorique. Je sais Ok. que je pourrais certainement être un petit peu plus tranché sur certains avis et faire plus de vues, de chiffres, etc. grâce à ça. Après, à chacun de décider comment il souhaite opérer en tant que figure d'autorité, si c'est comme ça que tu te positionnes ou si c'est dans cette direction que tu te diriges. Moi, je sais que mon objectif, c'est de synthétiser, c'est d'essayer d'amalgamer des informations pour les rendre palpables et Mhm. abordables, même à un public qui, de prime abord, n'avait peut-être pas ces connaissances. Et donc, dans ce sens-là, eh ben, j'essaie de synthétiser, j'essaie de rendre les choses compréhensibles, j'essaie de donner de la nuance et de donner plusieurs perspectives, soit de par mon expérience, soit de par les gens que j'ai pu interviewer sur le sujet. Donc, voilà, je pense que l'humilité, c'est une qualité importante dans ce processus. Parce que c'est pas pour toi, en fait. Moi, je m'en fous d'avoir raison. Si Sean, il a tort, c'est bien. Ça veut dire que le débat avance. Donc, moi, je suis à la recherche active de gens qui sont pas d'accord avec moi, Ouais, mais tu qui veux du sont pas débat, quoi. d'accord et qui C'est ça sont qui pas juste nourrit là le pour me truc. dire t'es con, tes vidéos, c'est de la merde. Ça m'intéresse pas comme retour. Ce que je veux, c'est un retour critique et détaillé d'un truc que j'ai dit, ou même plusieurs,
pour que moi je puisse mettre à jour mes connaissances. J'ai pas la science infuse, j'ai des choses que je comprends pas, j'ai des choses sur lesquelles je suis certainement faux. Euh, Mais mais t'es ça, ouvert à l'entendre, quoi. ouais, et c'est une de mes motivations pour le contenu, pour les vidéos, pour le podcast, c'est vraiment de rendre cette conversation accessible à tous. Parce que tout le monde peut me dire, ah ouais, non, là, je suis pas d'accord parce que de par mon expérience ou de par ces recherches-là ou de par ci et ça. Alors, c'est à double tranchant parce que partager ce que tu penses, c'est, oui, t'ouvrir à cette critique positive et constructive. Et même si elle est négative, elle peut t'apporter quelque chose et tu vas grandir et apprendre, mais c'est aussi ben, mettre ton modèle, exposer le monde à ton modèle ou ton modèle au monde et permettre à tout le monde de le juger. Donc Ouais, ouais, ça fait peur. forcément, ben, c'est un peu comme voilà, les tests d'effort. C'est génial, c'est super intéressant, mais ça veut aussi dire qu'en tant que coach, si tu fais faire un test d'effort à quelqu'un, que tu les entraînes derrière et que tu refais un test d'effort et qu'il n'y a rien qui a bougé, ben, c'est pour ta gueule. Il est où le problème? Ouais, Ouais, c'est ça. Donc, c'est une prise de responsabilité et une opportunité en même temps de partager et d'apprendre. Moi, je le vois et je le vis comme ça. Après, chacun, je pense, aborde ce processus de leur manière. Mais ouais, euh, si on devait résumer, parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens, je pense l'humilité, je pense ouais, pas le faire pour être une autorité, c'est pas le but. non, Ça en découlera de ce que tu produis et c'est ça. C'est la recherche de la vérité avec un V majuscule. Hein. Et c'est pas pour avoir raison. C'est pas pour que Sean ait raison, pour que moi j'ai juste. C'est pour faire avancer la compréhension des choses. Point. En tout cas, c'est la manière dont j'opère. Et jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien. très intéressant. J'ai une petite dernière question ou ouverture pour toi. Est-ce que tu veux parler de feuille de vie? Ouais. Je Ouais. pense que ça peut être cool pour terminer. Avec plaisir. Feuille de vie, c'est un projet qu'on a en commun avec ma femme, Lynn, qui de base est nutritionniste de formation, qui a enseigné dans une école de nutrition au Canada, qui a maintenant créé sa propre école de formation de nutrition en ligne avec des collègues en Amérique du Nord et qui est féru de tout ce qui, enfin, de la production d'aliments jusqu'au fait de manger, de s'alimenter soi-même. C'est un processus qui couvre du début à la fin maintenant. On a un jardin de permaculture. Elle est en train de se former pour être apicultrice, donc s'occuper des abeilles. Elle va être certifiée en permaculture cette année. Elle a d'autres projets d'aller faire des stages, notamment en Jordanie et des endroits assez cool comme ça. Et Feuille de Vie, c'est un jardin de permaculture qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant. On a la chance d'avoir un ami, Julien, qui a un vignoble à côté de chez nous et on cherchait un petit coin de jardin où on pouvait faire notre truc tranquille et que personne nous dise quoi faire. On s'était fait embêter dans un jardin communautaire parce que la permaculture, c'est pas trop leur créneau et quand les choses ressemblent pas aux autres, ils aiment pas trop. Oui. Donc on s'est dégoté ce petit bout de terrain chez Julien et on a commencé ce jardin il y a 2 ans maintenant. Et c'est aussi quelque chose au travers duquel on crée du contenu, on fait des vidéos. C'est vraiment tout au début encore. Mais c'est un projet parallèle et moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien aussi d'aller au jardin, de travailler la terre, de travailler dans le jardin. C'est un monde, je pense, duquel on est très déconnecté aujourd'hui Mhm. et ça va dans le sens de mes efforts de marcher tous les jours, de passer du temps à l'extérieur parce qu'en en plus de ça, maintenant que je me suis focalisé beaucoup sur le digital maintenant et ces prochains mois. Je passe beaucoup plus de temps à la maison, je passe beaucoup moins de temps dehors à bouger. Donc le fait de m'imposer ces moments d'extérieur et de mouvement, c'est vraiment important. Et ce jardin, bah, ça couvre plusieurs plans. Hein. C'est développer le fait d'être autonome, le fait de pouvoir se nourrir de la terre directement et d'avoir ses propres aliments. On a la chance ici d'avoir plein de fermes aux alentours. On peut aller acheter la viande directement chez les producteurs, chez les éleveurs. Avec Et ta patience. ça travaille la patience aussi, hein. On le dit, le jardinage, c'est l'art le plus lent parce que c'est véritablement juste regarder ce qui se passe, observer. Et c'est un des principes de permaculture, c'est observer et ensuite accompagner en fait l'évolution naturelle de l'écosystème que tu as créé et simplement l'optimiser ou l'assister un petit peu, lui donner un petit push quand il en a besoin. Mais c'est vraiment ce processus qui prend du temps, qui demande du temps mais qui te retourne x10 tout ce que tu as mis dedans parce que tu manges, parce que tu sais d'où ça vient, parce que tu comprends comment les choses fonctionnent, les parallèles entre la photosynthèse et tous les processus d'interaction entre la terre, les bactéries, les vers de terre, les plantes, le soleil. Moi, ça me fascine à ce niveau-là aussi, donc c'est un bon moyen de continuer à creuser ces concepts sans faire de la physiologie parce que ça, j'en fais assez. Ouais.
Donc voilà, sur plusieurs plans, c'est un projet qui est très très important pour moi et pour nous avec ma femme. Et je me réjouis de aussi avoir plus de temps cette année à dédier justement au jardin, à faire des vidéos pour le jardin et à continuer à aussi développer mes connaissances dans ce nouveau domaine pour moi. Top. Ouais, je voulais en parler. Je pense que c'est un truc important et que les gens peut-être se reconnectent plus aussi à la terre, parce que c'est un truc. Même si moi je viens de déménager à Bangkok, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais ça m'empêchera pas de plus tard aller vers ça. Mais top, excellent. Je mettrai dans tous les cas tous les liens vers tes médias sous la vidéo. Je pense que si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. On trouvera un moment peut-être pour y répondre. Mhm. Et puis, bah, je te remercie beaucoup d'être venu participer et d'avoir échangé un peu sur ton point de vue sur le business. C'est un plaisir, comme je t'ai dit, j'en parle pas souvent, mais quand j'ai l'opportunité de le faire, j'adore parce que j'y penche tout le temps aussi, autant, au moins autant qu'à l'entraînement. Et donc de pouvoir lâcher un peu les chevaux là-dessus et de discuter, c'est toujours sympa. Donc merci à toi. Merci.